Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonsoir à tout le public de la BDR TV. Merci pour ce dernier débriefologie des vacances. Oui, ça y est, là c'est vraiment, on va vraiment faire une pause. Là on fait une pause là. Alors, on est surmené, on travaille trop, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Bah ouais, on bosse trop mon pote. Vrai. À un moment donné, il faut qu'on se ménage. Mais on est quand même content de vous avoir parmi nous. On voit qu'il y a des gens qui sont venus nous rejoindre ces dernières semaines, ça nous fait kiffer. Bonjour et merci d'être là. Merci de casser des réalités avec nous. Tout le temps, ça c'est vraiment, s'il y a un truc que vous ne devez pas oublier, c'est de casser des réalités. Et Dova est là. Dova, bien sûr. Toujours fidèle au rendez-vous. Et on vous a salué tel des maîtres du Kung Fu. Kung Fu. Ça pourrait faire une bonne miniature ça sur YouTube. Et bien sûr la débriefologie ou le débriefologie parce qu'on n'est pas encore d'accord sur le terme. Oui, c'est vrai. Alors Dova a dit là, donc moi j'ai posté là, mais des fois on marque le... On va rentrer dans les débats de la Nutella, le Nutella, la Wi-Fi, voilà. le Wi-Fi, donc la débriefologie ou le débriefologie ou... Nouveau débat. Nouveau débat, Oui. nouvelle polémique, Oui. nouvelle bagarre. Attention. Oui. Et bien sûr, dans ce débriefologie, nous traitons de films qui se suivent, donc de sagas, de dilogie, trilogie, et en l'occurrence, pour celui de cette semaine, ce sera une quadrilogie. Quadrilogie ou tétralogie, ça fonctionne aussi. Sur Ip Man. Yep Man. Yep Man. Alors, c'est pas un gars qui fait du rap en Jamaïque et qui s'est donné ce blaze-là, bien que je suis sûr que ça peut le faire, mais il y en a bien un qui s'est appelé Ninja Man, Big Red en l'occurrence. Vrai, On commence déjà à digresser. Qui raconte l'histoire romancée du maître de Kung Fu, plus précisément de la boxe. Wing Chun. La Wing Chun, ouais, avec la moulinette de la mort. Par oui, contre, donc, ne pas essayer sur vos petits frères ou petites sœurs si vous êtes mineur et si vous êtes majeur, ni sur votre femme, ni sur votre enfant, ni sur votre mari. Voilà. Ni sur vos animaux. Ouais, alors jamais, mais en fait sur personne quoi. C'est Ouais, bien voilà. quand c'est IP Man ou alors sur un tatami. Et donc on va parler donc de cette quadri-tétralogie de films qui parle du coup de l'histoire du maître du kung-fu de la célèbre star hongkongaise Ouais, qui a cassé des bouches Ouais, c'est vendu sur ça. Hein. et le seul qui a cassé la bouche à Chuck Norris. C'est vrai, c'est vrai. Rien que pour ça, Bruce Lee, grand respect à toi. Alors donc on va se lancer par ordre de film. Alors Oui, j'annonce. alors on va se Spoiler. lancer. Alors on va essayer de moins spoiler. Mais Possible. bon, ça va être compliqué. Et on va essayer de faire film par film, mais par moment on va se mélanger, on va parler des 4 d'un coup, ça c'est sûr et certain. Si on arrive à 50 viewers, on ramène un parpaing et je le casse avec mon bras. Alors on va se lancer du coup sur le Ip Man. Alors on dit, il y en a beaucoup qui disent Ip Man. Oui, Ip Man, bah en français quand on lit c'est Ip Man, mais son nom chinois c'est Yip Man. Ip Man. Avec tout le respect que j'ai pour le peuple asiatique, la prononciation d'un vocabulaire qui n'est pas le nôtre et qui n'est pas rattaché à notre Oui, alphabet c'est vrai. dans notre réalité est compliqué. Et si d'ailleurs un jour tu as des origines asiatiques, principalement chinoises, et que tu vois qu'on écorche des noms, on est désolé, on le fait pas exprès et Oui, c'est bah pas oui. dans l'intention de se moquer. Il est chaud Nova, il vient d'arriver, il est Ah chaud. ouais, non mais tant mieux. Pour tant envoyer mieux. de l'avance, IP dynamique. C'était costaud à regarder. C'était costaud mais cool, non? Pas le troisième. Enfin, je passe. Oui, donc, Pas le quoi troisième. que, ouais, bon, on verra après, mais oui, c'était assez costaud à regarder parce que ça fait quand même 4 films. Hein. 4 films de presque 2 heures. Oui, bah, pratiquement, Presque ouais, 8, pratiquement. presque 8 heures de film, quoi. Donc, on va passer sur le casting un peu plus longtemps sur le premier quand même parce que c'est là où il y a tous les noms. Donc, Voilà. c'est réalisé par Wilson Yip ou alors Yip Wei Chun sur les DVD que vous pouvez trouver du 1 et du 2 édité par HK Vidéo, c'est crédité Yip Wei Chun, mais sur les films parce que le 3 se trouve sur Netflix et le 4 est en ce moment au cinéma, c'est crédité Wilson Yip, donc qui a réalisé Dragon Blanc ou SPL et puis plein d'autres films, et je dis SPL, sûrement vous connaissez pas, peut-être plus Dragon Blanc qui a un peu plus marché, SPL parce que c'est aussi avec Donnie Yen, l'acteur principal qui joue Ip Man. Mais Donnie Yen, vous l'avez sûrement vu parce que c'est un acteur qui date quand même, hein, Ah ouais, là dans ce 4e film a 60 ans pratiquement. ça se voit. Voilà, oui, ça se voit un peu. Et il a joué dans Blade 2, alors je cite les plus connus hein, quand même, Blade 2, Swordman et Rogue One. Et il a de nombreux films qu'on pourra, peut-être si je m'en rappelle, citer après. Donc voilà pour le personnage principal. J'avais mis qui... Ah oui, alors là c'est japonais, c'est un peu plus compliqué. Chinois.
Non, c'est japonais lui. Hiroyuki Ikuchi. Donc je sais pas vraiment si ça se dit comme ça, mais c'est l'acteur japonais qui joue, on va dire, le méchant dans le film, qui a joué dans Space Battleship Yamato, un des rares films japonais où il a joué, qui est sorti en France et il est disponible en DVD et sur les plateformes, je crois. Regardez-le, c'est incroyable. L'actrice qui joue sa femme, Ling Zion, où c'est son premier rôle. Elle n'avait jamais joué dans aucun film avant Ip Man. Il y a aussi, bon, on va pas tous les faire, mais on fait les principaux. J'ai chaud là déjà. Les principaux. Donc Simon Yam, le grand ami de longue date de Ip Man, qui a joué dans SPL, qu'on retrouve encore avec Donnie Yen, et dans Élection. Si vous n'avez pas vu Élection, regardez Élection, c'est génial. Et puis plein d'autres films, encore une fois. Pour le premier Ip Man, donc c'est scénarisé par Edmond Wong et Tyler Chan, qu'on retrouve aussi sur les scénarios des 4 films, et la musique qui est ici, attention je la lance, hop, de Kenji Kawai, compositeur de la musique de Ghost in the Shell ou encore de Ring, et qui a fait la musique des 4 films aussi. T'as enlevé le truc, parce que moi je voyais que t'étais lancé, j'osais pas te couper. Non, allez, tranquille. IAF Quality. Oui. Quality for all and break the reality. Ça rime, c'est extraordinaire. Le pitch de Ip Man 1, eh ben, c'est un maître de la boxe Wing Chun qui fait partie d'une des branches du Kung Fu. Alors je ne suis pas un spécialiste en arts martiaux, mais je crois savoir que le Kung Fu, il y a plusieurs disciplines dans le Kung Fu. Ça réunit plusieurs techniques, on va dire. Plusieurs techniques, et il y a un maître pour chaque technique. Il vit dans son petit village en Chine, tout se passe bien, il a une vie aisée. C'est Fonshan, je crois, le village. Ouais, je crois que t'as raison. Moi, j'ai pas retenu. Mon cerveau fait pas l'effort. J'ai fait des petites recherches avant, donc c'est pour ça que c'est un petit peu frais. Là. Kawaii, il dit. Kawaii, bah c'est vrai, bah oui, non, mais j'y ai pensé quand j'ai lu son nom aussi. On fait vite fait le pitch du numéro 1, où Ip Man vit tranquille avec sa femme, il a du pognon, il est bien, il est respecté, c'est un gars tranquille. Sa passion, c'est se battre contre un mannequin en bois, fumer des clopes et boire des thés. Il fait que ça de ses journées. Donc le mec, il a une vie plutôt tranquille. Et un jour, vient l'envahisseur japonais qui fait la misère au peuple chinois. Et il va se révéler par un événement dramatique qui va arriver au moment du film. Et ils vont confronter du coup des arts martiaux. Donc l'art martial japonais qui est défendu dans le 1, c'est le karaté. Et bien sûr, Ip Man, lui, représente la Chine avec le Kung Fu et plus précisément la boxe Wing Chun. Ça, c'est vite fait pour l'histoire. Alors, c'est un film qui a cartonné, je crois savoir, primé. Oui, alors il a cartonné. Il faut savoir que déjà, c'est la première représentation de Ip Man au cinéma. Et comme tu dis, il a été primé 7 récompenses au Hong Kong Award. Et il a reçu notamment le meilleur film et aussi meilleur acteur pour Donnie Yen. Donc comme je le disais, première représentation de Ip Man au cinéma et 4e film avec le réalisateur et Donnie Yen. Ah bah ils se connaissaient du coup déjà les mecs avant. C'est ça, bah oui, je pense que c'est pour ça qu'il l'a pris. Et puis j'ai regardé dans les bonus aussi que Donnie Yen devait faire 4 ans avant, il y avait un projet de film pour Ip Man. Malheureusement il n'a pas été fait, donc il a été rappelé sur celui-là. Dans le film, la bagarre, si t'aimes la bagarre, tu vas kiffer ce film. Parce que il y a tu sortes, on s'est battu à la fin de chaque film, on se battait. C'est ça. Même hier au cinéma. D'ailleurs, ouais, voilà, hier quand on a fini, parce qu'on allait voir le 4 hier, et quand on est sorti, on était dans la salle, et dès que le film est terminé, il y a 2 mecs qui sont allés devant et qui voulaient se taper en mode... parce que voilà, ça donne envie. Ça donne envie de se battre. Faut savoir que Donnie Yen, du coup, s'est préparé physiquement pendant Oui, parce qu'il faut savoir déjà que Donnie Yen, la boxe Wing Chun, c'était pas son Kung Fu de prédilection. Alors, il avait un gros entraînement pour le Kung Fu et certaines techniques, mais il a appris pendant 9 mois la boxe Wing Chun pour retranscrire les coups parfaitement. Retranscrire, en gros, faire ce que Ip Man faisait. Voilà, pour faire la... Il faut savoir que pendant ces 9 mois, il tournait d'autres films. Et pendant qu'il était dans les hôtels et sur les tournages, il emmenait justement ce fameux bonhomme en bois pour s'entraîner. Voilà. C'est ouf. Il nous obsède, ce bonhomme en bois, il est dans tous les films. C'est la représentation du Wing Chun, ou même... je sais pas si c'est spécifique au Wing Chun ou à d'autres styles de Kung Fu. Ah, je pense qu'ils le font surtout parce que j'ai déjà vu ce bonhomme en bois quelque part. Hein.
Alors je sais pas comment il s'appelle, là, si jamais vous avez l'info sur le chat et que vous voulez nous la lâcher ou la lâcher pour le chat. Bah, eux ils appellent ça le bonhomme en bois. Non, je pense qu'il a un nom. Oui, sûrement, il y a Je un pense que ça a un nom, tu nom vois. chinois spécial, je pense. Spécifique. mais- C'est une sorte de gros poteau avec des barres en bois qui sortent et puis il donne des coups dedans. Puis ça doit faire bien imite mal. en fait les bras de l'adversaire. Voilà, et les bras et les jambes. Ouais. Ouais. Et ça fait bien mal parce que on verra que pour le numéro 2, il y a un jeune dedans en fait et lui n'était pas pro de Kung Fu et surtout pas pro de Wing Chun et quand il s'est entraîné sur le bonhomme en bois, normalement tu mets à peu près 6 à 3 mois avant de t'entraîner sur le bonhomme en bois, ils avaient pas le temps donc il s'est entraîné directement et il avait un peu mal et quand il se tapait contre, il jouait contre Donnie Yen et ben il avait des bleus partout sur les bras. Le mec il se faisait mal. Le mec à force de mettre des coups de coude, tu vois, casser des réalités fait moins mal, tu vois. T'abonner à la BDR te fera beaucoup moins mal. Il est beau. Il est Par- très beau. Il se suffit à lui-même. Alors c'est pas que les 3 d'après sont inutiles, mais Oui, non, si mais- vous voulez regarder que le 1 et pas regarder les autres, il est bien réalisé. Tension dramatique, nickel. Les thématiques abordées, alors on en reparlera à la fin du débriefing sur les thématiques abordées, parce qu'il y a quand même des choses Oui, dans le bon, film. et surtout pour le dernier. Oui. Ouais, l'actualité n'aide pas en ce qui concerne le peuple chinois. Hein. Sans vouloir mettre tout le monde dans le même panier. Oui, bien sûr. Mais Mais on voit ce en que parlera, je pense, pour Ouais, le 4e ouais, film. pour ça, hein. tous, de toute façon, moi ça a commencé à m'énerver à partir du 3e. Et il y a des trucs, bon après c'est propre à leur culture, et il y a des choses même qu'on apprend. Moi personnellement je ne savais pas que les Japonais étaient si méchants avec les Chinois. Ils ont été méchants avec Ah, ils pas ont mal été- de monde. Ouais, ils ont été méchants les Japonais. Les Chinois, les Coréens, et j'en passe. Hein. Mukjong, je ne sais pas ce que c'est. C'est Ah on t'a peut-être, manqué Dova, mais toi le- aussi tu nous manques Dova, mais t'inquiète Peut-être pas. Mukjong, le nom du bonhomme. Ah, Ouais, je sais pas. mais merci Dova. C'est Mukjong. peut-être ça, hein, je sais Le pas. Mukjong, ah bah pourquoi pas. On en apprend tous les jours avec la BDR TV. C'est mieux qu'avec Fred et Jamie. C'est le mannequin en bois. Voilà, merci exactement. beaucoup, Dora. Merci pour la Donc avec le précision. Mukjong qui s'entraîne, donc ça, il y a des plans qui sont sympathiques. Alors, La systématiquement- photographie est belle et puis Photographie très belle. comme on avait dit, comme on en avait parlé, il y a une espèce de, vu que c'est un film qui se passe en temps de guerre, il y a une espèce de photographie, comment on peut dire, style de guerre quoi en fait, un peu Au sale moment où et- ça et passe à la sombre, guerre, en fait, oui, parce que grisé. Un peu. on voit la différence entre le Ouais. moment où on le montre dans sa ville, où voilà, c'est un maître honorable qui est respecté par tout le monde, et le moment où justement il y a l'ellipse qui conduit à l'invasion japonaise et la misère dans laquelle il est placé, lui et ses congénères dans son village, donc ses camarades, ses voisins. Et ça c'est vraiment pas mal du tout parce qu'il y a un climat et une ambiance dans le film, et puis il y a quelque chose d'épique, tu vois, dans ce film-là, Ouais, il est vraiment très très bien. Il y a moins d'humour que dans les autres. Il est un peu plus sérieux parce qu'il traite quand même d'un passé. On sent que dans le film, pour certains Chinois, c'est un passé qui est dur et puis c'est représenté dans d'autres films. Où j'ai vu d'autres films encore. Il y a encore à notre époque des Chinois interdisent leurs enfants de sortir ou de se marier avec un Japonais. Et ce film fait ressentir le traumatisme, on va dire, de cette époque-là. Il y a un schéma en fait dans le 1 qui se répète au long des films. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a la légitimité de Ip Man qui est systématiquement remise en cause, puisque vu que c'est un maître du Kung Fu qui est respecté notamment dans la boxe Wing Chun, donc il y a d'autres maîtres qui le prennent pas au sérieux, et puis il y a des gens qui viennent le défier. Parce qu'on parlait justement dans l'e-sport que des fois le but c'est de défaire le meilleur. C'est ça, On voilà. le voit aussi dans les mangas. Oui, bah bien sûr. Dans les Bah, animés. c'est un schéma, et puis c'est pas, comme tu dis, c'est pas anodin qu'on retrouve des Japonais dans le script de. Ah de oui, oui, Ip non. Man, hein. Il y a une structure dans la construction du film, dans le 1, qui se répète pas trop dans le 3. On en reparlera Un après. petit peu dans le 3, mais c'est dans le 3, c'est quelque chose d'autre qui est Voilà. mauvais en fait. Voilà, on en reparlera, mais dans le 1, dans le 2 et dans le 4, voilà, donc le personnage est systématiquement mis en difficulté avec le monde qui l'entoure, et c'est un peu dommage parce que lui il demande rien. C'est vrai. vraiment pas le gars arrogant qui veut se battre contre tout le monde ou qui veut Mais promouvoir et asseoir. Dans le premier, le fait qu'il soit sa remise en question de lui-même dans le premier est beaucoup plus violente que dans les autres. Et c'est peut-être pour ça que le film est mieux, je trouve, scénaristiquement. Peut-être aussi parce que c'est le premier. Parce qu'après c'est Aussi, oui. peut-être Non, plus la mais même- surprise avec les autres. Oui, tu vois. oui, oui, c'est vrai. Parce que Après, le 2 il est bien, il est très bien même le 2. Le 2 explore quelque chose d'autre parce que le 1 explore, on va dire, la survie pendant cet état de guerre, et le 2 explore la vie et la reconstruction après justement la guerre qu'il a subie. Oui. Dans la ville de Foshan, encore aujourd'hui, il trône un mémorial où
pas mal de gens y vont pour se retrouver. En pèlerinage pour aller sur la tombe d'Ip Man. Un peu comme ceux qui vont voir Jim Morrison ou Père Lachaise. Pratiquement toute la saga Ip Man est centrée sur le fait que c'était le maître de Bruce Lee. Et pourquoi ils ont pas fait un film sur Bruce Lee? Parce que en fait, Ip Man, il y a pas mal de mystères autour de lui et on connaît pas énormément de sa vie en fait. Et les réalisateurs sont quand même allés fouiller dans les archives de la ville, parce qu'il y avait pas mal d'archives, pour dénicher un peu ce qui s'est passé dans sa vie. Et ils sont allés voir son fils aussi, son fils aîné, hein, pour comprendre comment il était, qu'est-ce qu'il a vécu, par quoi il est passé, tout ça. Donc je pense pour ma part, enfin c'est une hypothèse, que le premier se rapproche beaucoup plus de la réalité que les trois prochains. On l'avait déjà dit, hein. Le premier, je pense qu'il est romancé, parce qu'il est forcément romancé, mais... Enfin, quand ils lancent le film, quand ils vendent le film, ils le disent, hein. C'est un biopic romancé du maître de Bruce. D'accord, parce qu'il y a des choses, c'est pas que ça sonne faux, mais tu te doutes que sa vie, il l'a pas menée comme ça, avec tout le respect que j'ai pour son âme, qu'il reste en paix. C'est le schéma de tout art martial, on se bat pour la ceinture du champion en boxe. Techniquement, s'il se proclame maître du kung-fu, il admet comme contrat social d'être mis en cause et du coup défié. Alors, eh ben, oui, mais non, parce que des fois, c'est pas qu'il veut pas, tu vois, mais c'est que pour lui, les arts martiaux ne servent pas à ça. Ouais, voilà, bon, après, c'est une philosophie. C'est vrai que oui, ils le disent plusieurs fois, que le kung-fu est un art de vivre, une philosophie, et que ça ne sert pas, en fait, qu'à se battre, c'est pas que du combat. Mais j'ai envie de remettre en cause ça parce que les films Ip Man, le scénario est une excuse pour avoir des combats super bien chorégraphiés. Bah oui, mais je veux dire, c'est pas. Je pense que ça apporte pas, parce que justement par rapport à ces combats, il te montre que le personnage, bah lui, il a pas appris. Bon, il utilise les arts martiaux dans le film. Oui. Et finalement, les arts martiaux, enfin, moi j'en ai fait. On a fait aussi. Oui, on a fait des arts martiaux. Voilà, quand on rentre sur le tatami, c'est là où t'apprends les techniques, mais c'est aussi un art de vivre, parce que c'est censé t'aider à te contrôler, à te maîtriser. Sans maîtrise, la force n'est rien. C'est ça t'aide aussi dans la vie. Les combats sont lisibles. Oui, là ça part pas dans tous les sens. Oui, ça sur les films. Ils savent filmer. Je reviendrai sur le pourquoi les combats sont visibles. On va passer sur Ip Man 2. C'est pratiquement le même casting. Je vais juste revenir sur deux acteurs en fait, qui est Sammo Kam-bu-wong, ou plus connu sur Sam Wong. Sam Wong, vous le connaissez parce que c'est un des très grands acteurs chinois, réalisateur, chorégraphe et scénarisateur aussi. Et il a joué dans Les Trois Royaumes de Stephen Chow, qui est excellent en 2 films. Peut-être qu'on le fera un jour, je sais pas, mais regardez-le, c'est génial. Non. Il a joué dans beaucoup de films. Ce nom calé. Il a joué dans beaucoup de films avec Jackie Chan. Il a réalisé des films aussi avec Jackie Chan. Et surtout, vous le connaissez parce que c'est lui qui joue dans Le Flic de Shanghai. Si tu regardais M6 le soir en rentrant de l'école à 18-19h, tu regardais Le Flic de Shanghai. Et si t'as entre 28 et 33 ans, tu connais Le Flic de Shanghai. Et c'est un des 3 plus grands chorégraphes de kung-fu dans le cinéma chinois et hongkongais. Il a fait les chorégraphies de Ip Man 1 et Ip Man 2. Donc après, deuxième acteur qu'on retrouve dans ce... Enfin, il y en a d'autres, mais je passe ceux qui sont... on va dire les principaux. C'est un acteur qui date un petit peu quand même. Il a joué dans pas mal de films en plus en second rôle. Et puis vu que c'est un acteur d'art martial, il a joué dans des films où il se tape quoi en fait, où il joue surtout des méchants ou des hommes de main. Il a joué dans Final Cut, film avec Robbie Williams que je vous conseille. Halloween the Dark, film que je ne vous conseille pas. Il a joué dans 300. Il a joué un des 300, mais vu que pareil, voilà, il y avait 300 personnes et qu'à mon avis il jouait en second rôle, ils l'ont juste pris parce qu'il se tapait bien. Quoi. Et il a joué dans nombreux films et là il joue le méchant de ce Ip Man 2. Parce que dans Ip Man 2, donc t'as fini pour le casting? Oui, bien sûr. Dans ce Ip Man 2, il faut savoir que à la fin de Ip Man 1, Ip Man 1 se passe en Chine. Ip Man 2 se passe à Hong Kong. Alors on va juste dire que Hong Kong est un territoire en Chine qui a un statut particulier. Enfin, pas à cette époque-là, c'est... Alors, ça se trouve en Chine, mais c'est pas aux Chinois à cette époque-là, ça appartient aux Anglais qui l'ont colonisé. Il se délocalise et il va vivre à Hong Kong, donc les Japonais, la guerre est terminée, et il va falloir qu'il se refasse un nom à Hong Kong. Et il s'avère que les arts martiaux restent toujours moteurs dans la culture asiatique, et que il est pas autant connu à Hong Kong qu'il l'était dans son village, et pas autant respecté, il va devoir se faire un nom
On remarquera du coup que dans la structure du 1, le méchant est campé par un japonais qui fait du karaté. Dans la structure du 2, le méchant est campé par un colon anglais qui fait de la boxe anglaise. Donc là c'est pareil. Il y a une opposition entre les arts martiaux japonais et les arts martiaux chinois. Alors forcément, je vais pas en dévoiler plus, mais vous vous doutez qu'à la fin de Ip Man 1, quel art martiaux en ressort. Et dans celui-ci, pareil. Donc on a un sport de combat qui se confronte au kung-fu. Alors, et c'est pareil, ça suit les mêmes structures que dans le 1, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sport-là ressort dans le film pour accentuer l'aspect dramatique et les enjeux. Il va y avoir la confrontation entre Ip Man et finalement cette personne qui représente malgré elle donc ce que peut représenter un colon anglais pour le chinois, parce qu'on après on voit ce qu'ils font de mal, on voit cette espèce de prétention, d'arrogance qu'ils ont vis-à-vis du peuple chinois alors qu'ils sont chez eux, les maîtres de kung-fu qui se conforment c'est ça, à la volonté des colonisateurs anglais. Qui se soumettent aux colonisateurs, quoi. Et pour le coup, dans ce numéro 2, qui est tout aussi bon, donc on retrouve le flic de Shanghai. Le flic de Shanghai, oui, qui chorégraphie. Désolé, j'ai oublié ton nom, mon frère. Sam Wong. Sam Wong. C'est le plus facile à retenir, Sam Wong. Je voulais que tu qui, galères. cette fois, joue dans le film. Et ça, c'est, on va dire... Il faut savoir que le 1 et le 2 ne sont pas sortis au cinéma en France, ils sont sortis direct en DVD. Il faut savoir que le 1 est sorti en 2008 en Chine et en 2010 en DVD en France. Ah oui. C'est plutôt une star pour les Chinois. Un combat entre Donnie Yen, une des stars de kung-fu, de films kung-fu montante depuis un petit moment, qui va se battre contre un des plus vieux maîtres des films de kung-fu, quoi, des chorégraphes de kung-fu. C'est un combat, à mon avis, que... Alors, je l'ai pas vu à l'époque, et puis quand j'ai vu le film, en fait, c'est un petit combat que j'attendais, mais à mon avis, quand le film est sorti, c'est un combat que les spectateurs chinois devaient attendre beaucoup. Ouais, parce qu'il y a un sens métaphorique et il y a un sens spirituel avec les arts martiaux. Et ce combat-là, d'ailleurs, avec Sam Wong, il est vraiment pas mal. Il y a une vraie tension, on la retrouvera dans d'autres films de Ip Man, mais on sent que quand il y a ces deux monstres des arts martiaux qui se confrontent à l'écran, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette confrontation-là. Et c'est plutôt pas mal. Et moi je trouve que c'est assez bien foutu. Il y a vraiment ce que j'apprécie dans les animés souvent, c'est la tension qu'il peut y avoir dans un combat, parce que si vous vous êtes déjà battu, et je rappelle que ce n'est pas bien de se battre, il n'y a que OSS 117 qui aime se battre, et la violence ne résout rien, je tiens aussi à le rappeler, mais bon, si vous vous êtes déjà battu, ça nous place dans une sorte de transe, parce que quand on se bat, on n'est pas... Bah oui, on est dans un autre état. Dès lors que tu passes à... Voilà, il y a cette atmosphère-là dans le combat entre Sam Wong et Donnie Yen, et bien sûr après l'enjeu qui se joue avec le boxeur anglais est pas mal du tout, parce que pareil, ça a amené de la même manière dans un... C'est pratiquement le même... Là, c'est pratiquement du copier-coller avec le schéma du 1. La légitimité de Ip Man qui est remise en cause en tant que maître du kung-fu, la confrontation entre Ip Man et ses pairs, et ensuite la confrontation entre Ip Man qui représente malgré lui ce qui se fait de mieux en Chine. Surtout ce qui se fait de mieux dans la boxe Wing Chun, en fait. Parce que comme Doba vient de le dire, il est pas fan des films qui essaient de croire qu'un art martial est meilleur que l'autre. Il dit que les arts martiaux, c'est des films qui disent que un art martial est meilleur qu'un autre. Alors oui et non, il y a un petit peu, mais dans Ip Man, ils disent quand même que les arts martiaux sont différents, ils sont égaux, et c'est la personne qui la maîtrise, en fait, qui le caractérise. C'est pas l'art martial qui dit oui, celui-là est mieux que l'autre. Non, c'est la personne qui s'est entraînée qui est plus bonne que cette personne-là. Et ça veut pas dire que cet art martial est meilleur que l'autre. Dans Ip Man, en tout cas, c'est le message qu'ils veulent un petit peu porter. Qu'ils veulent nous faire passer. Et bah, encore une fois, si vous avez apprécié le 1, le 2 va vous plaire aussi, puisqu'il reprend la même recette, il l'a refait, par certains aspects, il innove, mais pas trop quand même. Et ça reste appréciable. Moi j'aime bien le fait que dans le 1, dans le 1, c'est la guerre qui le remet en question, hein, c'est un gros truc, mais j'aime bien que le fait, qu'on va spoiler un petit peu, mais à la fin de la guerre, il est obligé de fuir la Chine pour aller se réfugier à Hong Kong, et là, il se confronte en fait à la colonisation anglaise à Hong Kong en fait, et j'ai plutôt bien aimé ce traitement de l'histoire, à vrai dire. Alors oui, mais là, on oublie un aspect, c'est l'aspect familial. Il est inquiet quand sa femme est malade. Dans le 2, c'est pareil, il est pas, ils viennent de s'installer, ils n'ont pas d'argent. Dans le 2, il y est plus parce que justement, la famille d'Ip Man est un peu plus pauvre que dans le 1, donc ça se ressent un peu plus. Sa famille joue un rôle important. Ça m'avait moins marqué dans le 1 que dans le 2. Ah non, et pourtant, tu vois, et ça ajoute à tout ce qui se joue dans le film, c'est-à-dire que quand le gars il combat, c'est pas deux personnalités que tu vois s'affronter comme quand tu joues à un jeu de baston à la Tekken ou à la Street Fighter où tu vas savoir qui est le meilleur.
C'est-à-dire que tu sais le passif du gars, tu comprends ce qui traîne avec lui, et le pourquoi il se bat. C'est-à-dire qu'il se bat pas que pour affirmer qu'il est le meilleur. Dans le 1, c'est pour sa survie et celle de ses pairs. Et dans le 2, c'est ni plus ni moins qu'il veut avoir sa propre école d'arts martiaux reconnue dans Hong Kong. Mais Oui. pour ça, bah, il doit asseoir sa légitimité auprès des autres maîtres des arts martiaux qu'il y a dans cette ville-là. Et il le fait pour sa famille. Et sa femme le soutient. Quelle femme d'ailleurs! C'est ça. Quelle actrice et quelle femme. actrice d'ailleurs, ouais, qui Quelle est, d'ailleurs actrice. qui a commencé en premier rôle sur Ip Man, et ben ils ont eu le nez creux, c'est ça qu'on dit? Je sais plus. Parce que c'est une très bonne actrice qui joue très bien et qui, pour ma part, dans toute cette tétralogie, c'est le fil rouge avec sa famille. C'est une des thématiques qui m'a le plus marqué, Un et qui des m'a aspects le les plus plus fait kiffer. un à des vrai aspects dire. les plus intéressants et moi je trouve les plus travaillés. Et cette actrice-là, moi je lui tire mon chapeau, ma casquette. T'as cassé des réalités, elle est très forte. Dans le 1, ils sont allés voir les archives de la ville plus le petit-fils. Là, ils sont allés voir des personnes qui ont collaboré en tant que maître ou en tant qu'élève, qui ont collaboré avec Ip Man pour étoffer encore la vie en fait, et puis le réel de Ip Man. Ouais, ils ont fait des recherches quoi. Oui, voilà. Alors, pareil, je pense que c'est quand même pas mal romancé. oui, je pense que C'est-à-dire oui, faut- bien Faut sûr. vraiment pas le prendre comme dans le 2, malgré les recherches, hein, je respecte dans le 2, il y a travail des quelques réals. scènes où tu te dis, ouais, c'est un peu romancé, Ouais, je pense mais que- encore, ça tient la route. Je pense que dans le 3 et le 4, clairement, là... Alors, j'ai envie de rajouter 2 trucs que j'avais notés pour cet épisode 2. C'est habituel que les chorégraphes, en fait, passent derrière la caméra pour filmer les combats. Et ça rebondit sur ce que tu as dit tout à l'heure, comme quoi les combats étaient très bien filmés, parce qu'en fait, c'est le chorégraphe qui dit, ou qui même parfois filme l'action pour qu'elle soit lisible et qu'on voit tout ce qui se passe à l'écran, ce qui est très différent des États-Unis, et c'est pour ça que parfois aux États-Unis les combats on ne piche que dalle, parce que les chorégraphes ils disent aux acteurs juste ce qu'ils font et ils filment rien, ils ont rien à dire, alors que là-bas c'est pas la même chose. Le cinéma asiatique quand même c'est un cinéma qui donne on va dire qui rend honneur à leur art martial, parce que c'est une des bases de leur vie. C'est une des constantes de leur culture et c'est ce qui s'est diffusé, parce que finalement quand tu regardes, bah nous ce qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit les animés ou le cinéma, c'est pas trop ce qui s'est diffusé, mais quand Bruce Lee, il y a eu l'aura de Bruce Lee dans les années 70, s'est fait connaître de par le monde, bah la première chose je pense qui a été importée culturellement comme bien culturel en Occident, ça a été les arts martiaux. Oui, bien sûr. À la fin du 2, il y a un personnage important qui vient se pointer à la fin du 2. Oui. Alors, Bah oui, c'est faut- le bah, faut clin savoir- d'œil. Voilà, Et faut vous vous savoir ferez que quand troller même, d'ailleurs en regardant le film. c'est ça, ouais, un petit peu. Si vous connaissez pas exactement bien la vie de Bruce Lee, ouais, je pense que vous vous ferez prendre. Et ils vendent la licence sur le fait que c'est le maître de Bruce Lee, donc ils te le refoutent Tout le temps. pratiquement à Ah non. chaque épisode. Pas tout le temps. Pas dans, Si. dans le troisième, Si, dans le c'est dans tous. Tout le temps en fait. Bref, je pense qu'on peut passer au meilleur, peut-être. Non, je Celui qui déconne. restera dans les Ip Man 3, Ip Man 3. Alors, ne vous fiez pas à l'affiche la de- magnifique affiche. de Donnie Yen contre Alors, Mike Tyson. Attention, C'est du mytho. j'ai pris cette affiche-là parce que c'est l'affiche la plus connue, mais c'est l'affiche occidentale, c'est pas l'affiche asiatique. Je vais parler de Jin Zhang, qui joue un personnage qui s'appelle Shen Ting-Tin. Alors, il a joué dans The Grandmaster. Pourquoi je dis The Grandmaster? Parce que The Grandmaster, c'est un très bon film qui parle aussi de Ip Man. Il joue dans Pacific Rim 2 et dans Master Z, qui est le spin-off à Ip Man 3. On en reparlera un peu plus tard. Patrick Tam, qui est un personnage qu'on retrouvera dans le 4 aussi, et qui est un journaliste qui suit Ip Man. On le retrouve dans... Alors, il a joué dans plein de films, mais je vais pas tous vous les ressortir, parce qu'il y en a une quantité qui sont pas sortis en France. Il a joué dans Master Z, le spin-off de Ip Man 3. Et il y a aussi le fameux Mac Tyson. Qui sert Voilà. à rien. Et qui joue très mal. Oui, qui joue très mal, mais qu'on peut voir aussi dans Very Bad Trip, Match Retour et Rocky Balboa avec Sylvester Stallone, où il joue le boxeur. Ip Man 3, je vais vous le faire bah, ça va durer 30 secondes. Au début, c'est pas bien. Les 20 dernières minutes, c'est bien. Dès que c'est fini, l'arc avec Mike Tyson, on peut passer à Ip Man 4. Y a rien à dire sur ce film. C'est vrai. Oh là là, Rien à si. dire. Donc j'ai envie de dire alors que Donnie Yen a accidentellement fracturé un doigt de Mike Tyson en combattant contre lui dans le film. Bien Ce qui fait. est très drôle. Avec hein. à apprendre à jouer à la comédie. Alors, ce film a quand même 36 millions de dollars de budget. C'est énorme, c'est pratiquement 2 à 3 fois supérieur des deux premiers qui, le premier était à 12 millions et le deuxième était à 13 millions.
Donc il y a quand même un grand écart niveau budget. Donc pareil, le film a cartonné en Chine. Hein. Et là par contre, c'est Yen-Woo Ping qui est aux manettes des chorégraphes. Et en fait, c'est celui qui a chorégraphié... enfin, voilà, et quand j'ai parlé de Sam Hong, je parlais qui faisait partie des 3 chorégraphes les plus populaires de Chine. Bah, lui, c'est le premier. C'est The Master, on va dire. Il a chorégraphié énormément de films de Kung Fu, Tigre et Dragon, les plus célèbres, Hero et tout ça. Il a chorégraphié aussi les films Kill Bill ou la trilogie Matrix. C'est lui qui chorégraphie les combats. Le tour du monde en 80 jours de Jackie Chan nous dit Sexy Pascal. Oui, c'est sûrement parce que c'est celui qui a suivi Jackie Chan, Merci pour cette qui a précision. entraîné Jackie Chan sur beaucoup de films aussi. Hein. Alors le pitch, Ip Man est à Hong Kong et il est un grand maître du Kung Fu. Bruce Lee vient au début du film parce qu'il veut son maître du Kung Fu, qu'il le forme. Donc Ip Man est reconnu, renommé, puisque le combat qu'il mène dans le 2 fait en sorte que tout le monde parle de lui à Hong Kong. Donc il a une certaine notoriété, son fils va à l'école. Et il y a un mystère qu'on n'a pas pu expliquer, c'est qu'il se passe un événement dans Ip Man 2 important, dont vous n'entendrez jamais parler dans le 3 et dans le 4. Oui, et c'est on dira pas quoi. J'ai pas recherché, donc je sais pas trop pourquoi. Moi, mais... personnellement, je trouve ça dommage. Ouais, bon. Surtout que c'est la même équipe sur tous les films, donc je comprends pas pourquoi en fait. cet élément-là a disparu. Ouais. Son fils va à l'école et l'école de son fils est la cible d'une mafia hongkongaise qui veut mettre la main dessus, et le gars qui gère la mafia hongkongaise est Mike Tyson. Et ils auraient besoin de cette école pour construire je ne sais quelle structure, j'ai même oublié parce que c'est pas intéressant. Faire sûrement un truc de parce que il fait des espèces de combats en arène. Voilà. Donc pendant 1h30 dans ce film, il ne se passe rien. C'est tout est prétexte à mettre Donnie Yen en difficulté et à le faire s'affronter avec des hordes de personnes. Donc en fait, tout ce qui faisait l'attrait du 1, alors tu retrouves la figure, parce que Mike Tyson du coup représente encore une fois le colon, donc tu retrouves le colon, oui, mais non, il est tellement peu présent qu'on en a rien à faire en fait. Oui, mais c'est lui la fille de. Mais oui. Tu vois, c'est bon. Là où ça diffère, c'est qu'à la fin de ce film-là, ça finit pas de la même manière que les deux autres dans le cas de la construction du schéma scénaristique. C'est ça. Et donc voilà, donc t'as une grosse première partie du film qui porte sur le fait que Ip Man, avec son école de Kung Fu, protège l'école des malfrats qui veulent lui nuire. Et il s'avère que par la suite, donc un des papas qui a son fils à l'école, avec lequel le fils de Ip Man s'écharpe au début du film, aspire aussi à devenir un maître de Kung Fu, et là pour le coup dans la même discipline que Ip Man, dans la boxe Wing Chun. Une fois que l'heure et demie où les prétextes à baston passeront et que l'histoire se fera à ce niveau-là, on entrera dans les 20 dernières minutes du film qui sont les plus intéressantes, où là l'enjeu dramatique familial revient en force. Avec une scène de bagarre dans un ascenseur qui est au top. Ouais, alors dans l'ascenseur, mais aussi hors de l'ascenseur, où en fait on est dans un immeuble où il y a un ascenseur, et il y a un des escaliers qui tourne autour en fait pour descendre, et le combat commence dans un ascenseur, il est excellent, et après il se continue en plan séquence vue de haut dans l'escalier contre un combattant thaïlandais, et je pense que c'est un des meilleurs combats du c'est un des meilleurs combats du 3. Moi j'aime bien le personnage de Chung Tin Chin, donc l'autre personnage qui a le problème avec qui a le fils, qui a son fils qui va à l'école avec celui de Ip Man. Il est bien ce perso. Je le trouve qu'il est très bien, mais pas assez développé, et mal développé je trouve, parce que en fait à cause de l'histoire avec Mike Tyson, et ça l'éclipse. Donc une grosse partie du film on sait pas trop où il est, et puis dès qu'on le met en avant, dès qu'il y a le combat avec Mike Tyson qui est passé d'ailleurs, on le met en avant et tout s'accélère pour lui, et pour Ip Man aussi, mais je trouve qu'Ip Man avec la scène de la danse, je trouve que cette scène est excellente. Moi je te dis, les 20 dernières minutes du film sont au niveau des deux premiers, puis pendant 1h30 je pense qu'il y a eu une commande. Ça voulait se vendre aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que là, on a des films américains qui veulent se vendre sur le marché chinois. Et donc là, on avait un film hongkongais qui voulait se vendre aux États-Unis. Déjà, je pense que parce que le 1 et le 2 ont très bien marché, ils ont vu ça, donc ils ont dit on peut toucher un autre public, donc on va chercher une star occidentale pour la foutre dans notre film et le vendre. Ce qui explique le budget qui a été gonflé. Oui, voilà. Et je voulais dire aussi pour le personnage que j'aime bien, justement, on revient à ce que j'ai parlé tout à l'heure du spin-off en fait qui s'appelle The Legacy of Ip Man Master Z, qui parle en fait de ce personnage là en fait.
qui continue Ip Man 3, qui fait dans la continuité d'Ip Man 3, suit ce personnage-là et se focalise sur son histoire entre lui et son fils. Et c'est réalisé par Yen Wu Ping, le chorégraphe de Ip Man 3, et apparemment c'est excellent. T'arriveras pas à me mobiliser sur celui-là. Ah non, pareil, moi non plus, je suis pas en train il fait du mal à la licence. Ouais, voilà, c'est le mouton noir de la licence, malheureusement. Et c'est très dommage parce que après un 1 et un 2, même si le 2 était un petit peu moins bien que le 1, il était quand même niveau qualité et scénaristiquement, il tenait la route. Avaient scénaristiquement, on oublie quoi. C'est juste prétexte à balancer des scènes de combat parce qu'ils ont vu que les occidentaux, ils avaient pratiquement jamais vu ça, ou ceux qui n'avaient pas vu de films hongkongais et chinois bien sûr, n'avaient jamais vu ça et qu'ils étaient impressionnés. Pour moi, c'est juste ça. Que dire sur celui-là? Regardez-le, mais pour on va reparler du 4. Attends, je peux finir ma phrase? Oui, vas-y. Parce que regardez-le si vous voulez, mais si vous voulez vous en passer, vous allez rien perdre. Ou alors vous regardez les 20 dernières minutes à la rigueur pour comprendre une partie du 4, mais vous pouvez vous épargner 1h30 du film. C'est ce que tu dis, on peut s'épargner ce film-là parce que chaque film peut se regarder indépendamment, même s'il y a un fil rouge quand même. L'histoire est faite qu'on peut regarder les 4 films indépendamment. Alors, il y a un truc dont on a oublié de dire, c'est que des fois il y a des Chinois corrompus. Oui. Même quand ils sont corrompus, ils sont pas méchants. C'est ça. Alors on va en parler, je pense, dans celui-là parce que c'est l'opus qui vient de sortir au cinéma et c'est l'opus idéal pour en parler, je pense. Ah bah là c'est Ip Man 4. Je te laisse faire la présentation du casting. Pratiquement même casting, sauf que là on retrouve encore un Américain, mais il va vous expliquer pourquoi. Scott Adkins, donc Scott Adkins, il a joué dans Expendable 2, Universal Soldier Judgment, que je vous conseille. Alors pas tous les Universal Soldier, mais celui-là je vous le conseille parce qu'il est plutôt pas mal. Il a joué aussi dans Doctor Strange et dans plein d'autres films qui est sorti en DTV, parce que c'est une des stars à la Sylvester Stallone, à la Van Damme, qui est montée et qui est devenue la star d'action art martial aux États-Unis et qui aujourd'hui encore sort toujours des DTV où il casse la gueule aux gens et il joue pas très bien. Danny Kwon Chan ou Danny Chan, qui joue Bruce Lee, qui a joué dans Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu et qui a déjà joué Bruce Lee dans la série La Légende de Bruce Lee. Donc voilà pour ce 4e. Sinon le casting et l'équipe technique est pratiquement la même, sauf que là on retrouve Hiroshi Fukuzawa dans un japonais dans l'écriture du scénario. Et alors le pitch de Ip Man 4, donc il se passe un événement assez dramatique à la fin du 3 qui a un impact sur la vie de notre héros, qui dès le départ de ce film là découvre quelque chose et il se soucie, parce qu'il faut savoir que le Ip Man 4 est le dernier. Oui, c'est le dernier, il n'y en aura pas de D'ailleurs, en France, il s'appelle Le Dernier Combat. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça. Je crois que le fils de Bruce Lee, parce que Dova parle du fils de Bruce Lee, renseignez-vous sur internet, de mémoire, il est mort. Donc on retrouve j'ai oublié le nom, Mong Jong. C'est ça. Le petit bonhomme en bois. Ça, ouais. Et là, notre Ip Man cherche une école pour son fils. Puisque voilà, il y a la thématique de la transmission du savoir, la confrontation entre les enfants et les parents. Mais pour trouver une école pour son fils, il va aux États-Unis à la recherche d'une école privée dans laquelle il pourra envoyer son fils pour pouvoir étudier, parce que pour lui le plus important c'est le savoir et l'enseignement. Il doit se confronter à la communauté chinoise qui vit aux États-Unis et qui y vit depuis des siècles. Donc là, il est fait mention des chemins de fer qui ont été construits par le peuple chinois du temps de la conquête de l'Ouest, de l'immigration asiatique. Et alors là, les thématiques du film, le racisme, l'immigration. Ah oui, alors pardon, oui, l'intégration. Ah bah vas-y, si tu veux dire. Non, c'est nique tes mères, mais c'est vrai, oui, Brandon Lee, c'était le fils de Bruce Lee, et c'est l'acteur qui jouait The Crow et qui est mort pendant le tournage. J'avais complètement zappé. Brandon Lee est le fils de Bruce Lee. Merci nique tes mères. Donc j'ai pas dit de bêtises. Oui. Donc le fils de Bruce Lee est mort. Mannequin fait de bois rigide en québécois. Ah, merci Dova. Merci Dova et nique tes mères pour les infos. Merci beaucoup. Et alors là, notre héros, on reprend ce qui a fait le succès du 1 et du 2. Exactement, pratiquement le même schéma à quelques détails près. Quelques détails près, mais pas fou. Pas fou, mais par contre, il y a beaucoup plus de protagonistes, je trouve, dans celui-là que par rapport aux autres. Beaucoup plus d'histoires annexes, on va dire. Et plutôt bien traité par rapport aux 3.
Oui, oui, et puis bien filmé. Bien filmé. Alors oui, celui-là, alors il faut savoir que le budget a été pratiquement doublé et que d'ailleurs c'est un des... Alors il est sorti en 2019 en Chine et en 2020 chez nous. Ah, il existe depuis un an ce film. Et il est sorti en début de décembre en fait 2019 en Chine et il est apparu chez nous. Alors je pense qu'il a été décalé à cause d'un certain virus qui est arrivé dans votre réalité à mon avis. Hein. Mais bon, et il a en Chine, il a remporté 165 millions de dollars de recettes. C'est celui qui a fait le plus de recettes de la série et il a niqué Star Wars The Box Office. Et je viens d'apprendre un truc là en lisant le prompteur. C'est vrai. C'était pas que son délire, parce que pendant les 3 films, son délire, c'est les clopes et le thé. Hein. C'est ça. Lui, ce mec-là, il s'assoit sur un tabouret. Je l'ai pas dit parce que je voulais garder pour la fin et pas non plus. Alors on le garde pour la fin. Niquer. Non, mais on peut le dire là, vu que c'est le dernier, et niquer on va dire la romance et tout ça, qui était plutôt bien installée et plutôt très, on va dire, émotionnelle pour les 2 premiers films. Oui, Ip Man en fait à un moment devient pauvre et crée son école. Il s'est expliqué du fait qu'il a subi la guerre en fait et qu'il a dû fuir à Hong Kong. Donc il crée l'école pour on va dire subvenir à ses besoins. Mais il faut aussi dire qu'un de ses élèves a déclaré que monsieur aimait bien l'opium. Et l'opium c'était une drogue très chère à Hong Kong en fait. Donc c'est un petit peu pour ça qu'il a ouvert son école de Kung Fu. C'est le seul film de la licence qui sort au cinéma en France. Alors pour l'info de Pascal, je t'inviterai à te prononcer parce que moi je ne sais pas. Alors non, Christopher Lee n'est pas mort en tournage, je crois. Non, il parle acteur Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Ah oui, si, Christopher Lee, c'est... Alors, petite anecdote qui a rien à voir avec Ip Man, Christopher Lee qui joue Saruman dans Le Seigneur des Anneaux est le seul acteur qui a connu Tolkien. Et aussi, c'était un chasseur de nazis. Il y a des thématiques intéressantes dans le film, il y a des trucs vraiment sympas, il y a aussi des choses qui portent... En fait, le film, quand tu prends les 4 films, il y a énormément de choses qui reviennent. Donc, on repart sur des bases de la culture asiatique, comment montrer sa culture. Il y a une crise culturelle dans le film entre les Asiatiques qui ont immigré aux États-Unis et le fait que Bruce Lee fasse la promotion des arts martiaux outre-Atlantique. Alors pour eux, c'est outre-Pacifique. Et enfin, ce serait donner de la confiture au cochon. Pour les non-chinois. Voilà, aux non-chinois, ceux qu'ils appellent les non-chinois. Il y a oui, une forme d'intolérance de leur côté ça. aussi. Le fait qu'ils subissent le racisme des Américains, eh ben, ils le renvoient aux Américains en disant non, vous n'avez pas le droit de savoir, de connaître notre savoir sur le kung-fu. Le film serait tenté de justifier le comportement et les propos de certains. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé finalement. Alors là, on peut le dire, oui, il faut savoir que les productions chinoises, le Hero et le Secret des poignards volants sont des films propagande pro-chinois. On va dire à partir du 3 et un peu dans le 2, même si on le ressent un peu dans le 1, c'est devenu des films propagande à la politique chinoise. Mais j'ai envie de dire quand même que vu que derrière il y a quand même un réalisateur hongkongais, donc il ne peut pas faire n'importe quoi parce que tous les films sont produits par des producteurs chinois, mais si on lit un peu entre les lignes, on voit qu'il fait passer quelques petits messages. Alors, mais d'accord. Oui, je te laisse parler. Si on veut, parce que il y a des trucs quand même qui sont énervants à entendre, pas de la part forcément du réel, enfin si, sur les 4 films, il en ressort que donc on parle d'honneur. On parle de dignité, on parle de respect, donc que des belles valeurs, c'est très bien. Que la Chine en serait les garants, par leur culture, quelle qu'elle soit, puisqu'il y a un festival culturel dans le cadre qui est très important pour le peuple chinois et qui est défendu. Alors, dans ce film-là, tu sens aussi qu'il y a la confrontation politique sino-américaine qui se refait sentir, puisque le méchant qui représente, pour le coup, là, non pas le colon puisqu'il est dans son pays, puisque là on a inversé les rôles, c'est Ip Man qui se déplace dans un autre pays, qui se confronte à quelqu'un d'autre qui vante les mérites d'un autre art martial, qui vous le découvrirez en regardant le 4, et qui est ouvertement raciste. Raciste au sens large, il déteste tout ce qui n'est pas américain, donc les Noirs, les Chinois, il n'aime personne. Les Rocky étaient bien des films de propagande américaine. Alors, vrai, mais quand même un petit peu moins. On va t'apporter une nuance. Et on va pas rentrer dans le débat sur la BDR TV parce que déjà d'une, on n'est pas là pour ça. Il se passe des choses à l'heure actuelle où je vous parle. Donc tout ça, c'est pas français. À l'heure actuelle, non, parce que ça fait déjà un petit moment. Oui, mais là, c'est d'actualité. Le gouvernement chinois
est en train de faire un génocide sur une minorité ouïghour, donc les Ouïghours, qui est une minorité qui a une autre religion que la religion majoritaire en Chine, et de ce fait, on les envoie dans ce qu'on appelle des camps de rééducation. Alors c'est assez agaçant de voir que le cinéma hongkongais peut te faire passer de beaux messages avec de belles valeurs. Cinéma chinois, je pense. Bah oui, pour enfin, le coup, même si maintenant hongkongais appartient à la Chine, mais voilà, entendre sur 4 films que ce pays finalement ne gênait, enfin à chaque fois, et c'est normal, c'est légitime, comme ils disent, Rocky était un film de propagande américaine, et je crois savoir que, enfin, à ma connaissance, il n'y avait pas de génocide qui a été perpétré par les Américains au moment où Rocky est sorti. Je ne dis pas que les Américains n'en ont pas fait. Après, il y a eu plein de Rocky, donc il y a un moment, c'est sûr que... Ils ont dû faire une connerie ou une guerre entre-temps. Alors là où il faut dissocier bien sûr le peuple de l'art, et là où ça peut porter à débat et à confusion, c'est que dans le film, il traite de choses intéressantes. À un moment donné, le réalisateur touche un mot, mais qui ne concerne pas le problème qu'on vous a cité. Avec le regard sur l'actualité, ça peut, pour certains, changer l'approche qu'on peut avoir du film. Parce qu'en soi, il est très beau. Hein. Moi, je trouve que la réal, elle est bien, les personnages sont intéressants. Niveau technique, réalisation, la photographie, sur certains la tension, même les émotions, encore en relation avec sa famille, tout ça. Et tous les combats sont bien. Ouais, c'est nickel, c'est bien filmé, c'est bien géré, franchement. Alors, il y a des... Là, on sent que niveau biopic, il y a pratiquement rien de réel, hein, par contre. Ah, tout est faux. Mais, et tu sens le tacle sur un certain Donald, qui n'est pas celui de Mickey, bien sûr, oui. ouvertement. Et d'ailleurs, à un moment donné, il se passe un truc avec ce personnage, t'es content que ça lui arrive. Vraiment. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes à traiter. Alors, si jamais Donnie Yen un jour tombe sur cette vidéo, il serait bon que ton gouvernement, hein, alors je sais pas parce que je sais que certains j'irai jamais avec ce que je vais dire, j'irai jamais à Shanghai. Jackie Chan d'ailleurs a déclaré il y a pas très longtemps qu'il était pro gouvernement chinois. Donnie Yen, je ne connais pas son point de vue. Après, je sais pas s'ils peuvent se permettre parce qu'encore une fois la politique et l'art, c'est compliqué de les jumeler ensemble. Mais c'est bizarre de voir un film qui défend finalement les valeurs d'intégration, les valeurs parce que là, pour le coup, on parle même pas d'assimilation culturelle, parce qu'au début, il est question d'assimilation culturelle pour se fondre dans la masse et respecter le pays où on est. Et puis après, il y a aussi la fierté d'être chinois, de pouvoir dire que on est chinois et on constitue ce pays qu'est l'Amérique et qu'on a une légitimité à être là. Donc il y a vraiment des thématiques qui sont intéressantes. D'ailleurs, sait-on jamais si dans ta réalité, tu penses que ce débat peut avancer avec ce film-là. Oui. Mais on va dire que ce serait bien d'envoyer une copie de ce film aux dirigeants chinois. Vraiment, je pense qu'ils ont des choses à apprendre de leur propre créateur artistique. Le Bruce Lee dans le film, il est génial. Il y a une scène alors j'ai envie de rebondir sur ça, sur le fait que c'est quand même un film asiatique qui reproduit, parce que ils ne sont pas, je crois pas, mais ils sont pas allés aux États-Unis tourner, ou s'ils y sont allés, c'est pas beaucoup, mais ils ont recréé les quartiers américains, et par moments ça fait très caricatural. Et en fait la scène du combat de Bruce Lee, qu'on voit maintenant que Bruce Lee est grand, et il fait une combat dans une ruelle qui reprend pratiquement les combats qu'on voit dans les films, mais l'ambiance, la chorégraphie, la mise en scène, la gestuelle, il est très bon acteur. Si vous avez vu des films de Bruce Lee, vous n'allez pas être et c'est très bien rendu, hein. C'est comme les films de Bruce Lee. J'ai adoré cette scène là. Elle est top, cette scène. Alors t'as pas tellement le choix en Chine si tu veux que ton film rapporte là-bas. Point numéro 1. Attention, point numéro 2, c'est pas une question de lancer un débat, c'est juste que quand tu as une notoriété mondiale, tu t'abstiens de donner ton avis quel qu'il soit. Et tu vois, on n'est pas d'accord, parce que là on va avoir un gros débat. On a eu le débat. L'art, si tu t'abstiens de donner ton avis en créant, donc que ce soit un film, en dessinant ou n'importe, c'est quand même triste que l'art, qui est une forme d'expression, tu ne puisses pas tout dire. Donc franchement, pour moi, le débat, il est très vite clos. Je pense qu'on va pas pouvoir débattre longtemps parce que toi et moi, on va pas être d'accord là-dessus. Mais enfin, je veux bien entendre tous les arguments. Et je trouve qu'il y a un peu de malhonnêteté intellectuelle dans ce film. Voilà. Et ça, c'est mon avis. Et j'en suis contextualisé dans notre époque. Pour moi, il y a de la malhonnêteté intellectuelle. Alors, je suis d'accord avec lui, mais j'ai envie de rebondir sur le fait que aussi c'est un réalisateur hongkongais, et que alors, c'est la nuance. Il a fait ce qu'il a fait, hein, dans le film. Je pense qu'il était pratiquement obligé, et peut-être qu'il est pro-chinois, je sais pas, mais il y a quelques petites
quelques petits trucs dedans qui laissent penser que, alors déjà, il y a les Chinois qui sont racistes et Donnie Yen qui, pour moi, Donnie Yen représente, on va dire, Hong Kong, c'est gros, hein, je schématise, représente Hong Kong et dit aux Chinois, mais il faut sortir, il faut communiquer. Ouais. Donc ça, je pense que c'est une petite pique. Et il y a aussi un moment Donnie Yen qui dit derrière les, enfin il dit pas barreau, mais derrière le grillage. Autant pour moi de voir. Derrière le grillage, l'herbe n'est pas plus verte en fait. Donc moi, il y a cette citation. On peut dire que c'est derrière les barreaux. Donc il insinue quand même que la Chine est une prison et le fait qu'ils immigrent ou qu'il ne veut pas, parce qu'il part aux États-Unis pour trouver une école à son fils, qu'il ne veut pas que son fils reste en Chine, c'est peut-être pour une chose, parce que c'est comme ça que je l'ai perçu. Hein. Dans sa tête, sûrement, il se dit que la Chine n'est pas très bon, en fait. Et quand il dit que l'herbe n'est pas plus verte, ça veut dire que il trouve que les États-Unis n'est pas un pays très bon, mais dans cette phrase-là, pour moi, c'est un petit pic qui dit aussi que la Chine, elle vaut pas les États-Unis non plus, tu vois, elle est pas aussi bonne. C'est un film finalement qui pousse à la réflexion, et même sur le communautarisme, parce qu'on voit que le comportement américain à l'égard du peuple chinois, comme réaction, n'entraîne que le communautarisme entre les Chinois, qui ne font pas confiance aux Américains et qui préfèrent rester entre eux pour beaucoup de choses qu'on peut retrouver aujourd'hui encore. Hein, parce que le peuple asiatique, c'est quand même un peuple qui est discriminé. Même aujourd'hui, dans votre réalité à vous, il arrive qu'en France, la discrimination asiatique, qui n'est pas valable, qui que tu sois, si tu tombes sur cette vidéo, n'espère pas que parce que tu fais une blague débile sur le riz ou quoi, que t'es drôle. Non, c'est comme tout le monde, tu les laisses tranquilles, ils ont le droit d'être comme ils sont, et c'est pas honorable maître, et tu fais pas des ting-ting parce que tu penses que c'est drôle, c'est nul, et ça ne sert à rien. Tu les respectes en tant qu'être humain, donc le racisme, l'intolérance, encore une fois on répète, à la BDR-TV on n'aime pas l'intolérance quelle qu'elle soit. Donc nous on parlera pas de racisme anti, parce qu'en fait on peut en trouver plein. L'intolérance n'a pas sa place. Et le problème du comportement du peuple américain à l'égard de la communauté asiatique fait que la communauté asiatique se replie, et on le retrouve aussi aujourd'hui dans pas mal d'endroits en France où finalement ils vivent pas entre eux, mais certains sont plus en sécurité entre eux en fait. C'est ni plus ni moins qu'une réaction de défense, protection. Pas mal d'immigrés, hein, comme en France comme aux États-Unis, on peut retrouver le Little Italy. Hein, pour les Italiens, Little Cuba aussi. Enfin, c'est pas Little Cuba, c'est quelque chose d'autre. Mais les Asiatiques, c'est un peu comme les Orientaux, tu vois. Il y a quelque chose dans l'Occident qui touche pas forcément au fantasme, mais à l'imaginaire. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et c'est pas qu'on les prendrait pour des peuples autochtones, alors que c'est des peuples qui ont eu des avancées médicales. Les avancées étaient aussi bien les Orientaux que les Asiatiques, donc c'est pas des peuples qui sont sous-évolués dans l'histoire. Mais c'est des peuples qui appellent à la rêverie, au voyage, à l'évasion, aux nouvelles saveurs, et cette espèce qu'on retrouve systématiquement paternalisme occidental qui veut que des fois les autres cultures valent moins et on garde. Et donc les remarques qui visent à critiquer le peuple asiatique, notamment comme l'a dit Dova en ce qui concerne la propagation du virus qu'il y a dans notre réalité, ne sont pas du tout légitimes. On va pas se lancer là-dessus, mais je pense qu'un peuple, quel qu'il soit, hein, d'où qu'il vienne, n'a pas vocation à être pointé du doigt parce qu'il est différent et qu'on devrait le mettre à l'écart. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est que le meilleur moyen, encore une fois, c'est il y a cette belle morale, comme l'a dit Raven, il n'y a rien à gagner non plus à rester entre soi, même si c'est un comportement où tu te dis que si tu es avec des personnes qui te ressemblent, il ne va pas t'arriver ces problèmes-là qui t'arrivent avec des personnes qui ne te ressembleraient pas, mais que le meilleur moyen d'y répondre, c'est toujours d'aller vers l'autre, et ça marche dans tout. C'est une belle morale que le film nous donne. Il reste quand même un film de qualité. Oui, alors 1000 fois mieux que le 3, je trouve. Même si la partie émotionnelle m'a plus marqué, on va dire, sur la fin du 3 que sur le 4. Mais là, j'ai trouvé que avec sa femme dans le 3, ça m'a beaucoup plus touché qu'avec son fils dans le 4. Mais la fin m'a quand même touché. J'ai pas versé ma petite larme, mais j'ai été ému quand il y a ce carton final et que nous annonce que c'est le dernier, quoi. Que ça y est, Ip Man, c'est fini. C'est la fin d'Ip Man. Et alors, si on veut faire, la communautarisation est un comportement qui est instinctif et qu'on retrouve chez toutes les espèces, dur de prôner l'inverse et de se battre contre. Très certainement, mais je pense déjà, merci de donner ton avis, c'est la première fois qu'on t'a sur le live, c'est un plaisir Pascal. Alors là c'est trop marrant parce que lui il nous passe des trucs, on est passé de la cambrioleuse à ça. Non mais tant mieux, si ça l'intéresse, au contraire c'est cool. Le but, je pense que on arrivera, après c'est une idée qui m'appartient pour le coup, je veux même parler au nom de la BDR TV, donc peut-être que je ferais bien de faire.
Mais non, tout le monde a J'ai le droit de parler. m'exprimer. Bien sûr. Je pense que le mieux, c'est que même si dans la nature, et je pense qu'il a raison, il y a un comportement sociétal qui fait qu'on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes dès lors qu'on ressent un danger ou une sorte de rejet, et bah c'est comme pour tout, en fait je pense qu'on évolue dans la difficulté et que c'est toujours plus difficile d'aller vers l'autre et que c'est toujours plus difficile le matin d'aller se lever pour aller au travail et que finalement si on se confronte au dur, c'est comme ça qu'on évoluera et que c'est comme ça qu'on avancera et pour le coup, indubitablement, c'est comme ça qu'on serait susceptible de changer les choses. Mais je n'ai pas la science infuse. Je ne suis qu'un humble casseur de réalité, après tout. On a dit qu'on se perdait pas en politique sur la BDR TV. Mais après, malheureusement, comme tu l'as dit, en fait... Ce film-là l'appelle. Ce film-là est politique. Mais faites-vous votre opinion. Alors... Mais voilà, faites-vous votre opinion, allez le voir. Même si vous n'avez pas vu Ip Man 1 et 3, vous pouvez, je pense, quand même regarder cet Ip Man 4. N'oubliez pas que les supports que l'on vous propose dans les formats que Raven fabrique, puisque celui-là est un format qui a été complètement inventé par mon acolyte de toujours, sont des formats où on expose notre avis. Donc nous, des fois, on se bagarre, on s'embrouille, ou on en discute avec passion, comme hier en étant sorti du film. Oui, c'est vrai. Où on a eu un gros débat sur ce que peut être l'art et si oui ou non l'art doit être accessible à tous et à tout le monde. Grosse question, peut-être qu'on le traitera pendant une de nos émissions de la BDR TV, mais il est important que pour vous, que vous puissiez casser correctement des réalités, que vous fassiez votre propre avis. Il est important que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec nous, si oui, pourquoi, sinon, pourquoi, et le but c'est qu'on échange. Et bien sûr, pour échanger, je vous rappelle, et je vous rappellerai aussi en fin d'émission, qu'il y a Discord, qu'il y a Twitter, qu'il y a Instagram, et qu'il y a bien évidemment la PGR. La PGR. Regardez les 4, bien sûr, regardez les 4. Alors regardez-les pas d'une traite parce que c'est compliqué. Maintenant, je pense qu'on peut passer aux notes. Oui. Quelle note tu mettrais à Ip Man? Quelle note générale? Alors, je rappelle qu'on note l'ensemble des films et que le barème est sur 5. Pour moi, le 1, et je pense qu'on va être d'accord, est excellent. C'est un des meilleurs des 4 films. Il se suffit à lui-même. Pratiquement parfait. Le 2 est un petit peu moins bien, mais reste dans sa continuité et j'ai vraiment adoré. Le 3, malheureusement, plombe grandement cette tétralogie. C'est très dommage, mais c'est compréhensif par rapport à, on va dire, au succès de la licence. Et le 4 rattrape quand même pas mal le coup. Le 4 rattrape... Je suis pas un bonhomme en bois, moi, mon gars, alors reste bien tranquille. Hein. Le 4 rattrape quand même le coup avec une fin qui est très très bonne en fait et puis un déroulement d'histoire et une fin d'histoire pour Ip Man qui est touchante avec des combats époustouflants. Le 4, pour ma part, je vais lui mettre un 4 sur 5. C'est exactement, et je te jure que je te mens pas, la même note que je vais lui mettre. Moi, il perd 1 point. C'est le 3 qui... Au lieu d'avoir 4 alors, il y a le 3, et le 3, limite, je voulais pas que ça touche, vraiment. Mais il prend 1 point en moins, donc sur 5, c'est énorme. Mais il prend 1 point en moins pour, encore une fois, tu vois, le sous-texte tel qu'on nous l'explique, la réalité qu'il peut y avoir là-bas, et le fait que, maintenant, le business du cinéma, alors après on va me dire, grand, t'es pas dans une utopie. C'est vrai, que le business artistique à ce niveau-là est tellement géré et gangréné par l'argent. Alors j'ai compris qu'il fallait de l'argent pour faire un film. J'ai rien contre le fait qu'il faut de l'argent pour faire un film. Mais que, tu vois, si on le replace si on le décontextualise de notre époque, c'est pour ça que je préfère le décontextualiser, est-ce qu'on sépare l'œuvre du contexte dans lequel elle a été créée? Et aussi, c'est un autre débat, ça. Mais bon, en tous les cas, il prend un 4 sur 5 parce que ça reste quand même... C'est compliqué de séparer l'œuvre, à vrai dire. Hein. Comme tu l'as dit, ça se passe au même moment. Mais après, comme je te dis, il y a l'espoir quand même derrière des petits trucs derrière que le réalisateur a voulu c'est essayer de disséminer. C'est pas totalement à condamner, mais on peut pas passer à côté non plus. Ça peut être compris dans les deux sens. Donc on va lui laisser ça. On va te le laisser parce que tu as quand même fait 4 films sympathiques comme tout qui nous expliquent d'où part la légende de Bruce Lee. Franchement, pour ma part, j'ai adoré voir ces films. J'ai vraiment kiffé. J'ai adoré avoir envie de me battre à la fin de chaque film. Voilà, c'est ça. C'était. C'est génial à voir. On adore ça, quoi. Et il nous a... Moi, j'annonce peut-être à la BDR, qui sait. Peut-être qu'on ira voir un sport de combat et qu'on fera un reportage dessus. Ça serait cool. Ça pourrait être pas mal. On peut tout faire à la BDR. Il suffit que vous proposiez. Et où on propose? Dis-moi où on propose, Raven. Où ça? Où est-ce que vous pouvez tout proposer à la BDR? Venez sur le Discord parce que là, on va être en pause pendant tout le mois d'août pratiquement, et même pas pratiquement, c'est sûr. Tout le mois d'août. On est actif sur le Discord. Dova, Nick Temer, plein d'autres encore sont sur le Discord. Venez partager avec nous sur le Discord. Allez voir si on vous manque, allez voir les VOD qu'on poste sur YouTube aussi. Très important. Suivez nos réseaux sociaux sur Twitter et Instagram. On y est aussi, on poste souvent et on va essayer
essayer, promis, on va essayer de faire un peu plus de story sur Instagram pour vous donner un peu de contenu. Faut qu'on arrive à gérer les outils. Ouais, on n'est pas encore des Instagrammeuses. On n'est pas encore très fort ou Instagrammeurs, on n'est pas encore très fort pour faire réagir avec les réseaux sociaux, mais on y travaille ardemment tous les jours pour pouvoir vous donner du contenu qui vous aidera à casser des réalités. Je rappelle que nous sommes partenaires avec la Pass Game Rebirth. Oui. Et bien sûr, on n'est pas contre des petits dons, parce qu'on a besoin de dons, puisque ce qu'on vous prépare pour la saison 2 s'annonce. Non pas énorme, ça annonce terrible. Alors, oui, Abbott a soulevé quelque chose, la VF des films. Ah, on a oublié d'en parler. Un peu compliqué. Et là, on parle des 4 films intégralement. VO. Ouais, regardez-le en VO. Alors, il y a dans le 1, la VF, dans le 1 et le 2, la VF est pas si mauvaise que ça. Dans le 1, la VO est indispensable. Non, mais ce que je veux dire, le doublage n'est pas mauvais et ils arrivent quand même à tourner la VF pour que ça soit intelligent. Mais dans le 3 et le 4, la VF est mauvaise. Mais vous ratez quelque chose parce que vu qu'il y a plusieurs langues dans cette licence, et ben vous ratez en fait des dialogues, des ping-pong dans le dialogue très intéressant. Dans le jeu, oui. Il y a des choses qui vous passeront à côté si vous regardez en VF. Il est important que vous regardiez cette tétra-quadrilogie en VO-STFR ou en VO si vous parlez le cantonais et l'anglais. Alors, nous allons conclure cette dernière émission de le coup qui va mettre un terme à ce hors-série des vacances. C'est ça. Où on va vous laisser pendant un mois casser des réalités. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux. Encore une fois, les réseaux sociaux que sont Twitter, Instagram, le Discord, la PGR, nos réseaux respectifs que vous pourrez retrouver sur les comptes de la BDR TV. Si tu passes par là et que tu veux un partenariat, il suffit de demander parce que nous, on répond aux messages qu'on nous envoie. Oui. On vous remercie de nous avoir rejoints pendant ces hors-séries. On remercie Raven pour son travail acharné. Merci au Captain surtout. On remercie les 8, 9, 10 personnes qui nous ont rejoints pendant le live. Merci et ceux qui sont abonnés. Merci de nous avoir fait partager votre ressenti. Faites du kung-fu, faites des arts martiaux, restez tolérants, restez ouverts. Mais surtout, n'oubliez jamais que durant votre été, avant de nous retrouver, il sera important de casser des réalités. On vous embrasse très fort. On vous remercie de nous avoir suivis. Bonne soirée. À très bientôt à tous. Au revoir. Bisous.